Bonjour, nous avons vu précédemment que l'on pouvait définir des variables aléatoires continues avec des analogues continus de la loi, de l'espérance et de la variance. Nous avons aussi rencontré des lois gaussiennes. On peut maintenant s'intéresser, comme dans le cas discret, à plusieurs variables aléatoires simultanément, c'est-à-dire travailler avec des vecteurs aléatoires. Dans le cas continu multivarié, on considère une quantité grand X multivariée aléatoire, c'est-à-dire une fonction de oméga dans R puissance b. Dans la dernière vidéo, les ensembles d'intérêt étaient de type X appartient à un intervalle AB. Maintenant, ils sont de type X appartient à un rectangle R, entre guillemets, en dimension D, c'est-à-dire un produit d'intervalle AIBI. On veut bien sûr pouvoir parler de la probabilité que X appartienne à R. C'est le cas si l'ensemble X appartient à R est un événement dans oméga. Pour résumer, on dira par définition que X est un vecteur aléatoire si les sous-ensembles X appartient à R sont bien des événements. Et comme pour le cas de la dimension 1, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de vérifier cette condition. En pratique, toutes les fonctions de oméga dans Rd que l'on peut effectivement construire sont des vecteurs aléatoires. Voyons maintenant ce qu'est un vecteur aléatoire continu. Souvenez-vous de la dernière séance, on avait besoin d'une fonction de densité pour écrire la définition. Ici, c'est pareil. On appelle densité jointe dédimensionnelle une fonction de Rd dans R positive dont l'intégrale dédimensionnelle vaut 1. Sur la figure, en dimension 2, le graphe de la densité jointe petit f est la surface bleue. On dit qu'un vecteur aléatoire grand X est continu s'il admet une densité jointe, c'est-à-dire si, pour tout rectangle R égale A1B1 jusqu'à ADBD, la probabilité que X appartienne au rectangle soit l'intégrale de la densité sur le rectangle. Sur le dessin, le rectangle grand R est la base de la forme rouge et la probabilité que X appartienne à R est son volume. On vient de définir la densité jointe d'un vecteur aléatoire continu. Passons aux densités marginales. Ici, on se limite à la dimension 2, mais la définition est facilement transposable en dimension quelconque. On se donne donc un couple XY de densité jointe, noté ici F, indice XY. Alors, les marginales X et Y du couple sont encore des variables aléatoires continues, et on va calculer leur densité, par exemple celle de X. Le dessin permet de comprendre le problème. Écrivons la définition de P que X appartienne à AB. C'est la probabilité jointe que X appartienne à AB et Y appartienne à R. C'est-à-dire, c'est l'intégrale sur l'intervalle AB croix R de la densité jointe. C'est le volume en bleu clair sur le dessin. C'est une intégrale double, mais si on considère l'intégrale en Y à X fixé, c'est-à-dire sur le dessin une tranche rouge, on a une quantité qui dépend de X seulement. Autrement dit, on a une fonction de X. L'intégrale de cette fonction sur R tout entier vaut 1. Vérifiez-le. De plus, la loi marginale de X est donnée par l'intégrale de cette fonction entre A et B. On vient de le montrer. C'est-à-dire, cette fonction correspond exactement à la définition d'une densité pour la variable X. Ainsi, X a bien une densité qu'on appelle densité marginale et qu'on a réécrite en bas à gauche pour fixer les idées. La densité de X au point petit x est l'intégrale sur toutes les valeurs de Y, c'est-à-dire grand R, de la densité jointe f de xy. Bien comprendre la notion de conditionnement est incontournable pour aborder par exemple les modèles probabilistes hiérarchiques ou les modèles de Markov cachés. Comme dans le cas discret, on va définir des lois conditionnelles. La question qui nous intéresse est la suivante. On a observé grand X égale petit x, mais Y est inconnu. Qu'a-t-on appris avec X? Le problème ici, c'est que les probabilités conditionnelles sachant grand X égale petit x, telles qu'elles ont été définies dans le cas discret, n'existent pas. En effet, l'événement grand X égale petit x est de probabilité nulle. En revanche, on va pouvoir définir une loi conditionnelle en partant d'une densité conditionnelle. On suppose que la densité marginale de grand X est non nulle au point petit x. On considère la fonction de y à x fixé qui,
à y associe le quotient de la densité jointe par la densité marginale de x. On appelle alors cette fonction densité conditionnelle de y, sachant grand x égale petit x. On la note f indice y sachant x. C'est une définition. On verra par la suite que cela correspond bien au problème qui nous intéresse, à savoir cela représente bien l'information apportée par x à propos de y. Nous pouvons déjà remarquer que l'intégrale en y de cette fonction densité conditionnelle vaut 1. Vérifiez-le avant de continuer. Cette fonction est donc bien une densité de probabilité. Puisque la fonction densité conditionnelle du slide précédent est une densité de probabilité, elle définit bien une probabilité sur grand R qu'on note P indice Y sachant X. Par définition, la probabilité affectée à un segment AB par la loi conditionnelle est l'intégrale en Y entre A et B de la densité conditionnelle à X fixée. Cela correspond, comme indiqué sur le dessin, à la proportion de la tranche rouge à X fixée qui se trouve entre Y égale A et Y égale B. Essayez de le montrer avant de continuer. Pour cela, rappelez-vous que la surface bleue est le graphe de la densité jointe. Si vous n'y arrivez pas, la réponse arrive au slide suivant. Voici la preuve. Elle consiste surtout à manipuler des définitions de tous les objets que nous avons vus. Lisez-la tranquillement avant de continuer. Tous les détails sont écrits. À quoi la loi conditionnelle peut bien nous servir? Prenons un couple aléatoire xy dont on connaît seulement la loi marginale px et la loi conditionnelle py sachant x. On cherche la loi de y. On commence par le cas discret, cela sera presque la même chose en continu. D'après l'expression classique de la loi marginale, P que y appartient à A est la somme sur tous les x des probabilités jointes P que x égale x et y appartient à A, qu'on ne connaît pas. En revanche, on sait que la probabilité jointe est égale au produit de la probabilité conditionnelle par la probabilité marginale de x. En déroulant le calcul, on obtient une double somme qui ne fait intervenir que les lois conditionnelles et marginales de y et x. Dans le cas continu, il suffit de remplacer les sommes par des intégrales. La probabilité que y appartient à A est la double intégrale sur R croix A de la densité jointe inconnue qu'on remplace par le produit densité conditionnelle fois densité marginale. Un deuxième intérêt de la loi conditionnelle est de pouvoir étendre au cas continu la notion d'espérance conditionnelle vue dans le cas discret. Par définition, dans le cas continu, on appelle espérance conditionnelle de y sachant grand x égale petit x l'intégrale sur R de y fois la densité conditionnelle de y sachant x, c'est-à-dire l'espérance d'une variable aléatoire qui serait distribuée selon la loi conditionnelle sachant x. La même remarque importante vue dans le cas discret s'applique au cas continu. L'espérance de y sachant grand x égale petit x ne dépend que de petit x. C'est donc une fonction de petit x. Si on appelle petit g cette fonction, pour clarifier, alors g de grand x est une variable aléatoire. On pourra en particulier écrire espérance de g de grand x. C'est l'objet du slide suivant. Dans le slide précédent, on a vu que l'espérance de y sachant grand x tout court est une variable aléatoire car c'est une fonction de grand x. On peut donc écrire son espérance selon la loi de grand x. On retrouve un résultat déjà établi dans le cadre discret. Pour calculer l'espérance de y, on peut calculer l'espérance par rapport à x de l'espérance conditionnelle de y sachant x. L'avantage de la seconde formulation est de pouvoir tout calculer sans connaître la loi marginale de y. Prenons un couple aléatoire xy dont on connaît non pas la loi jointe, mais la loi de x et la loi de y sachant x. Par exemple, on peut savoir que x est uniformément distribué sur 0, 1 et que y est une petite perturbation autour de x, à savoir que la loi conditionnelle de y sachant x est une loi normale centrée en x de variance sigma carré quelconque. Comment calculer l'espérance de y?
On connaît l'espérance de y sachant grand X égale petit x. C'est le paramètre de localisation de la loi normale, c'est-à-dire ici petit x. En appliquant la formule qu'on vient de voir, on a donc espérance de grand Y égale espérance de grand Y sachant grand X, c'est-à-dire dans ce cas particulier, l'espérance de X. Or, pour une loi uniforme, on a vu que l'espérance vaut 1/2. Avant de continuer, prouvez la proposition que nous venons d'énoncer, par exemple en adaptant la preuve qui en a été faite dans le cas discret. À ce stade, nous avons revu toutes les notions étudiées dans le cas discret. Loi, espérance, variance, conditionnement. Il nous manque l'indépendance. On se donne un vecteur aléatoire grand X égale x1, xd, pas forcément continu. On dit que x1, x2 jusqu'à xd sont indépendantes. Si pour tout choix d'intervalle A1, A2 jusqu'à AD, les événements x1 appartient à A1 jusqu'à xd appartient à AD sont indépendants. À ce stade, vérifiez que la définition dans le cas discret qu'on a déjà donné est juste un cas particulier de celle-ci. Maintenant, dans le cas où le vecteur grand X est continu, on a une caractérisation très concrète et on admet ce résultat. Les grands xi sont indépendants si et seulement si la densité jointe du vecteur x est égale au produit des densités marginales. Voyons un cas particulier très important de vecteurs aléatoires continus, omniprésent dans la modélisation de phénomènes aléatoires, les vecteurs gaussiens. On a déjà parlé de variables gaussiennes. La définition précise d'un vecteur gaussien n'est pas très constructive. On dit qu'un vecteur aléatoire est gaussien si toutes les combinaisons linéaires de ses marginales sont des gaussiennes. On en déduit par exemple que les marginales sont gaussiennes. Ce n'est pas très informatif sur ce qu'est vraiment un vecteur gaussien. Par contre, on a une propriété caractéristique très intéressante car elle permet de construire effectivement des vecteurs gaussiens et de les manipuler. En fait, x est un vecteur gaussien si et seulement si on peut l'écrire en notation matricielle grand X égale mu plus a fois grand N, où mu est une matrice colonne de taille D, constante, grand A est une matrice carrée de taille D, quelconque et constante aussi, et grand N est une matrice colonne aléatoire dont chaque composante Ni suit une loi normale standard et telle que les N1 jusqu'à Nd sont indépendants. Un intérêt immédiat est que grand X est entièrement caractérisé par son espérance, c'est-à-dire le vecteur mu, et sa matrice de covariance grand sigma qui vaut A fois transposé de A. Une remarque, la matrice de covariance a été définie dans la 4e vidéo de ce cours, dans le cas discret, et la définition est exactement la même dans le cas continu. Vous pouvez vérifier l'expression de grand sigma en montrant d'abord que l'espérance de n fois transposé de n est l'identité. Au passage, c'est la covariance du vecteur n. Ensuite, en écrivant la définition matricielle de la matrice de covariance de x, vous retrouverez le résultat. Pour des vecteurs gaussiens, on peut très facilement vérifier la propriété d'indépendance. Souvenez-vous que pour des vecteurs indépendants quelconques, la matrice de covariance est diagonale, c'est-à-dire les covariances des xi, xj sont toujours nulles. La réciproque est fausse en général. Avec des vecteurs gaussiens, tout s'arrange. La réciproque devient vraie. Un vecteur gaussien de covariance diagonale est forcément formé de gaussiennes indépendantes. Pour montrer ce résultat, on peut, dans un cas non dégénéré, c'est-à-dire lorsque sigma est inversible, utiliser l'expression de la densité d'un vecteur gaussien. Celle-ci ressemble à l'expression de gaussienne univariée, où on aurait remplacé les multiplications entre réels par des produits matriciels. Ici, on voit tous les vecteurs comme des matrices colonnes. L'expression au dénominateur n'a pas d'importance, c'est une constante de normalisation. Par contre, dans l'exponentielle, on a un produit matriciel transposé de x moins mu fois sigma moins 1 fois x moins mu. Si sigma est une matrice diagonale, son inverse aussi, et le produit matriciel dans l'exponentielle s'écrit comme une somme de termes au carré. Vérifiez-le. Maintenant, l'exponentielle d'une somme est le produit des exponentielles. Et finalement, on a montré que la densité jointe est un produit de densité marginale. Une remarque avant la suite. Pour utiliser cette propriété remarquable des vecteurs gaussiens, il faut que le vecteur x soit gaussien
au sens du slide précédent, et pas seulement ses lois marginales. Voici une représentation graphique de la loi d'un vecteur gaussien en dimension 2. On a tracé les lignes de niveau de la densité. Le vecteur mu se trouve au centre de l'ellipse. Comme la matrice de covariance est symétrique, on peut la diagonaliser en base orthonormée. Les vecteurs propres de sigma sont représentés en rouge. Ils correspondent aux axes des ellipses formés par les lignes de niveau de la densité. Ici, on a pris comme matrice de passage une matrice de rotation d'angle 30 degrés. Le plus grand axe correspond à la plus grande valeur propre, 2. Ça y est, nous avons vu les définitions et les briques de raisonnement incontournables en calcul de probabilité. Si vous avez bien compris ce cours, vous devriez avoir les bases nécessaires pour aborder les modèles probabilistes utilisés en statistique et en machine learning.